En 2001 sort Vagabond, un manga tellement exceptionnel qu'il est considéré par les fans comme le meilleur seinen jamais créé. Mais soudainement, en 2015, l'auteur décide de l'arrêter. Avant ça, il avait terminé un manga extrêmement populaire qui a littéralement influencé tout le pays. Et il travaille toujours, bien que très rarement, sur une autre série qui est également considérée comme un chef-d'œuvre. Et tout cela soulève plusieurs questions. Pourquoi a-t-il abandonné Vagabond? Comment a-t-il réussi à influencer tout un pays? Mais surtout, qui est cet homme, bordel? Takehiko Inoue, probablement l'un des mangaka que je respecte le plus et qui me fascine le plus. Ce que cet homme a accompli et apporté au Japon, c'est insensé. On va retracer l'histoire de ce GOAT, son évolution et surtout comprendre pourquoi a-t-il abandonné Vagabond et comment a-t-il changé le Japon. Et pour répondre à toutes ces questions, on doit revenir en arrière au tout début. De son vrai nom, Takehiko Narial est né le 12 janvier 1967 à Okushi dans la préfecture de Kagoshima. Dès ses années de collège, il voue une passion hors norme pour un sport assez méconnu au Japon à cette époque, le basketball. Si l'on évalue les sports à leur présence télévisuelle, on peut dire que le basket n'existait pas au Japon. Ok, et je sais, je vous vois venir. Ouais, mais non, le basket ça existait au Japon, tu dis de la merde. Oui, bien sûr que ça existait, mais c'était vraiment rare. Il y en avait sûrement quelques-uns qui jouaient ou regardaient, mais ils étaient que deux quoi. C'est d'ailleurs pour ça que c'est rare de voir des Japonais connus au basket. Tout au long de l'histoire de la NBA, il n'y a eu qu'un total de 3 joueurs nés au Japon qui ont été repêchés, 2 d'entre eux l'ayant rejoint assez récemment. On a presque l'impression que le basketball est sorti de nulle part il n'y a pas si longtemps là-bas. Ce qui en vrai est un peu vrai. Le basket n'a commencé à se développer que entre 1990 et 1995. On a eu plus d'1 million de citoyens japonais qui ont commencé le basket. Et comme par hasard, c'était en même temps lors de l'apparition de Slam Dunk et tout ça grâce à qui? Takehiko. Lui, il comprenait, l'aimait, l'adorait ce sport dès son enfance. Même s'il ne s'est jamais considéré comme un bon joueur, Inoue a pratiqué cette discipline au lycée au point de devenir capitaine du club de son établissement pendant 3 ans. Dans une interview accordée en 2006 à Shueisha, il a même déclaré qu'il n'avait même pas encore décidé de devenir mangaka à cette époque. Lui, tout ce qu'il kiffait, c'est jouer au basket et il adorait cette période dans sa vie. C'était une expérience très importante pour lui et l'a indéniablement affecté dans son parcours d'artiste. À ce stade, Inoue n'avait pas encore reçu aucune forme de formation académique en la matière ou quoi que ce soit. Il a toujours voulu poursuivre des études dans le monde des arts, mais il n'a jamais vraiment pu se le permettre. Il avait pas d'argent. Pendant une grande partie de son enfance, il a été élevé uniquement par sa mère et son grand-père appelé Masakishi, qui à l'époque n'avait pas beaucoup d'argent, donc ne pouvant pas couvrir les frais des études de son petit-fils. En revanche, dès son jeune âge, Inoue a toujours eu une grande passion pour les mangas. D'ailleurs, son premier déclic était grâce à une découverte sympathique lorsqu'il avait 11 ans. Il était un jour tombé sur un manga qui s'appelait Dokaben. C'était une série assez connue publiée dans le Weekly Shonen Champion magazine du 14 avril 1972 au 27 mars 1981. Dokaben raconte l'histoire de Taro Yamada et de ses coéquipiers Iwaki, Tonoma et Satonaka. C'est une équipe de baseball lycéenne. Takehiko en était absolument obsédé alors qu'il ne s'agissait en réalité qu'un tas de dessins fixes. Il était fasciné par la façon dont le fameux mangaka Shinjin Mizoshima gérait ses dessins pour que ça lui paraisse si vivant. Et effectivement, le manga dégageait l'illusion de mouvement et donnait aux personnages l'impression qu'ils étaient de vraies personnes. Ce qui donnait envie au petit Inoue d'apprendre comment il pourrait éventuellement reproduire ce sentiment pendant son temps libre. Donc durant ces années, il se découvre un grand intérêt pour le dessin. Mais on l'a dit, notre jeune n'avait pas vraiment les moyens financiers pour se permettre d'aller dans une école d'art. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, Takehiko décide de s'inscrire dans son université locale à Kumamoto et d'étudier la littérature. Voilà, c'est assez intéressant, mais pas vraiment pour notre mangaka. Il faut vous dire que la littérature n'était pas vraiment son truc. Et il savait que s'il avait un jour la chance de devenir mangaka, ce serait comme une sorte de rêve lointain et irréalisable. La seule fois où il a suivi un apprentissage formel en art, c'était pendant 1 mois et demi en école préparatoire afin d'aller dans une université des beaux-arts. Ce qui finalement n'a même pas fait. Ouais. D'où la spécialisation en littérature. Par conséquent, il a choisi de quitter l'université dès la première année. Une décision influencée par les éloges constants de son grand-père. Un soir, ce dernier avait découvert l'un de ses dessins et captivé par la manière dont les personnages semblaient s'animer, notamment par la représentation des cheveux, il trouvait ça incroyable. Takehiko considérait ses commentaires comme essentiels et cette passion pour le dessin l'a finalement convaincu d'abandonner ses études pour se lancer dans une carrière de mangaka. Et c'est là que tout commence. Il n'a fait son premier manga qu'à l'âge de 18-19 ans. Il n'a
pas reçu de prix, mais a pu attirer l'attention autour de son talent et il a été contacté par un éditeur. Ce qui honnêtement pour l'époque était déjà bien. Alors qu'il emménage à Tokyo, il devient assistant de l'incontournable Tsukasa Hojo, l'auteur de City Hunter, Cat A et Angel Heart. Je pense pas que vous connaissez, moi non plus, hein. Je vais pas commencer à faire l'ancien, mais de ce que j'ai lu, c'était beaucoup apprécié et le mangaka était quelqu'un de très chaud à l'époque, donc respect. Il devient son assistant durant une dizaine de mois. D'ailleurs, petite anecdote, il a dormi dans le canapé du studio de l'artiste en attendant de trouver un logement. Et il explique qu'il a sans doute provoqué plus de problèmes qu'autre chose. À l'époque, il n'avait jamais travaillé avec un mangaka professionnel, du coup il a dû tout apprendre. Peu après, précisément en 1988, il propose sa première œuvre, une nouvelle du nom de Kaede Purple. Le destin semble enfin être en sa faveur car bel et bien il remporte le prix Tezuka du jeune mangaka le plus prometteur, ce qui est pas mal. En gros, le manga retrace l'histoire d'un certain Akagi. Après avoir été rejeté par la fille qu'il aime et s'être battu avec Rukawa qui aime la même fille que lui, Akagi décide de se venger via un match de basket lors d'un tournoi régional. Et oui, là nous sommes entrés au vif du sujet, déjà une œuvre centrée sur le basket qui le met en avant en préludant à l'ascension d'Inoue dans ce domaine. À cet égard, on peut se demander, Kaede Purple annonçait-il l'arrivée de la fameuse série 100% basketball? Comme vous l'aurez deviné, la réponse est non. Ouais, vous avez ri que ça y est, hein, on arrive à Slam Dunk. Honnêtement, moi aussi j'ai cru, mais non. Non, il y a eu une petite série avant. Slam Dunk ne commencerait que l'année suivante car Takehiko décide de publier Camelon Jail, ou Camelon Jail, je sais pas. Publié dans le Weekly Shonen Jump, la série compte au total 2 volumes publiés le 10 décembre 1989 et 14 février 1990. C'est un ouvrage totalement différent en comparaison avec celui qui précède. Il s'agit d'un récit d'aventure et d'action se déroulant dans la ville de New York. L'histoire devait suivre Camelon Jail, un homme ayant la capacité de changer d'apparence à volonté, d'où le nom caméléon. Ce dernier a la capacité de manipuler son kara ou l'énergie interne du corps humain afin de changer physiquement son apparence. Il poursuit plusieurs missions pour le compte de divers clients que lui confie Shal, une femme qui dirige une agence de détectives à New York. Toute difficile, la réussite de ces missions dépend de la capacité de Jail à changer d'apparence le moment venu. À vrai dire, on sait peu de choses sur le processus de la création derrière ce manga. Placé sous la direction de Hojo, sa durée fut brève. Donc ce n'était clairement pas un grand succès par rapport à ce qui va suivre. L'année 1990 marque une date cruciale dans sa carrière car Takehiko était convaincu qu'il serait temps de voler de ses propres ailes. Un manga unique en son genre va lui permettre d'être l'un des mangaka les plus célèbres et parmi les mieux payés du Japon, Slam Dunk. Il a publié cette série phare dans le 42e numéro du Shonen Jump Magazine et tout de suite le manga rencontre un succès. La publication s'étend sur pas moins de 6 ans, la série atteint les 32 volumes et est adaptée en un animé d'une centaine d'épisodes et le succès ne s'est jamais démenti. Ça raconte l'histoire d'un côté d'un grand rouquin, voyou, rebelle à ses heures perdues et dont la principale caractéristique est d'être malheureux en amour. De l'autre, la jolie Haruko, très grande fan de basket dont Hanamichi tombe éperdument amoureux. Il n'en faut pas plus à notre héros pour se jeter à corps perdu dans ce sport dont il ne connaît absolument rien. Mais un amour n'est pas forcément réciproque. C'est ce que Hanamichi va d'abord découvrir et ce qui va ensuite le motiver à donner le meilleur de lui-même. Avant Slam Dunk, les Japonais appréciaient surtout le baseball et après la publication de ce magnifique manga, ils ont découvert à la fois le basketball et un artiste dont la passion est communicative. Le succès est là, il s'agit d'un des best-sellers qui lui a permis de racheter ses droits à son éditeur et de devenir indépendant. Le titre possède la meilleure moyenne de vente par tome de tous les temps, chaque volume s'écoule à 3,5 millions d'exemplaires et est tiré à plus de 170 millions de tomes. À cela s'ajoute une série animée, des OAV et de multiples produits dérivés. Maintenant, force est de se demander qu'est-ce qui explique l'engouement pour une série de sport dans un pays où le basket n'était pas du tout médiatisé. Un dessin maîtrisé, une intrigue bien construite, oui, mais surtout la passion de l'artiste pour son sport préféré qui transparaît à travers ses planches. Pour partager son goût du basketball, Takehiko mise sur une intrigue limpide et des phrases de jeu simplifiées. N'importe qui doit comprendre ce qui se passe dans les matchs, même s'il n'a jamais vu de compétition. Et comme d'habitude, le héros se relève bien meilleur qu'il ne paraît. Et les différents matchs permettent à la rivalité amoureuse de s'amplifier. Très vite, le thème des bagarres, des racailles lycéennes disparaissent au profit des matchs. L'important réside dans le jeu, rien que dans le jeu. C'est là que l'impressionnante galerie de personnages secondaires prend son importance. Personnellement, je me passionne pour chaque joueur et chaque équipe, car tous ont de bonnes motivations pour gagner et ont un style de jeu particulier. Dès les premières pages du manga, le lecteur s'identifie au héros et explorons ensemble les règles et les nuances d'un match de basket. Progressivement, il se pourrait que le lecteur développe une affinité pour d'autres joueurs, influencés par la façon
de leur style de jeu reflète leur personnalité et chaque partie offre une chance de se surpasser. Plus qu'un simple affrontement entre deux équipes, une partie de basket se transforme en un terrain où les différentes approches de vie se rencontrent. En 1996, après 31 volumes, Inoue conclut sa série emblématique de manière quelque peu nonchalante. Mais bon, ça je vous laisserai découvrir par vous-même, je vais pas vous spoil, car honnêtement, Slam Dunk vaut vraiment la peine d'être lu, c'est exceptionnel. Et même si tu n'aimes pas le basket, moi je suis team foot et je te jure j'ai surkiffé Slam Dunk. Épuisé par le rythme intense de la publication, Inoue a pris une pause de 2 ans. Pendant ce temps, il a publié Buzzer Beater et comme pour Slam Dunk, le titre correspond à un terme technique du basket. Il correspond à la réalisation d'un panier juste avant la fin de la partie. Le projet était lié au site d'une chaîne de télévision consacrée au sport, mais il s'agissait initialement de dessiner des scènes de parties de la NBA. Et grâce à Slam Dunk, ce sport a bénéficié d'une vitrine exceptionnelle et on pourrait presque dire que c'est grâce à Takehiko Inoue s'il y a aujourd'hui des joueurs japonais dans une équipe de NBA. Lors de sa venue en France dans le cadre de Salon de livres de 2013, le mangaka a dit « Depuis la fin de la série, la popularité du basket a malheureusement baissé au Japon. Déjà pour suivre ce sport à la TV nippone, il faut absolument avoir le câble, ce qui n'est pas à la portée de tous. Et puis il y a quelques années encore, des équipes de la NBA venaient de temps en temps sur l'archipel pour faire des matchs d'exhibition, mais cela ne se fait plus aujourd'hui, car elles préfèrent aller en Chine, ce qui me rend triste d'ailleurs. Je pense honnêtement que Takehiko restera à jamais le meilleur ambassadeur de ce sport au Japon. Une fois cet arc fini dans sa vie, l'artiste se lance dans un genre bien différent, dans un style très apprécié et crée le meilleur manga de son genre, Vagabond. En 1999, Takehiko publie une œuvre adulte violente et pleine de rebondissements. Vagabond se base sur un roman d'Eiji Yoshikawa intitulé La pierre et le sabre, sur la vie du plus célèbre des samouraïs, Miyamoto Musashi. À l'époque, les histoires de samouraïs ne suscitaient guère l'intérêt des jeunes japonais. Il faut préciser aussi que le choix d'un titre anglais peut surprendre, ou une œuvre aussi ancré dans l'histoire et le patrimoine japonais. Le terme vagabond a été choisi pour que le lecteur nippon n'ait pas en tête le roman de Yoshikawa. Il fallait éviter la comparaison entre l'œuvre du mangaka et celle de l'écrivain. L'intrigue peut paraître simple, un orphelin tente de se faire un nom parmi les escrimeurs en battant en duel les représentants des meilleures écoles. Néanmoins, l'examen en profondeur de ce manga montre que le parcours du samouraï vers la maîtrise du sabre correspond au cheminement de l'artiste vers la perfection graphique. L'art martial et le dessin se rejoignent dans une même optique d'excellence. Inoue est un génie. Sans assistant et n'étant pas spécialiste, l'artiste avoue avoir commis quelques anachronismes au début de la série. Il réalise lui-même les arrière-plans et la série a connu une longue pause durant 2010 et 2012. Cette pause est tout simplement due à des soucis de santé. J'étais très fatigué à l'époque et mon corps ne suivait plus. C'est pourquoi j'ai demandé une pause. Vagabond est pour lui une espèce de liberté car il n'a pas de cohérence graphique à respecter. Mais la qualité graphique est bien meilleure et ne cesse de s'améliorer. Vers le 14e volume, l'auteur a abandonné la plume pour se servir du pinceau. À l'époque, les fans avaient vivement protesté car le trait était différent et semblait au tout début moins maîtrisé. Il se sert de multiples traits au pinceau pour créer les ombrages au lieu d'employer les trames différentes. Ces techniques lui permettent de jouer davantage sur les pleins et les déliés, donnant ainsi plus de souplesse et de chaleur aux traits. 37 volumes ont vu le jour et le manga a reçu le prix du manga Kondasha en 2000. Vagabond en tant que histoire de samouraï contient bien sûr de nombreuses scènes de bataille, chacune magnifiquement illustrée et peinte d'une manière qui coule comme si vous regardiez un film. Après avoir travaillé sur un manga sportif qui inclut évidemment beaucoup d'activités physiques, l'auteur a maîtrisé la capacité de décrire avec précision les mouvements du corps humain. En associant cela au sujet et aux aspirations de Vagabond, il créa une histoire exceptionnelle. Inoue avait beaucoup à dire sur Vagabond. Il voulait aborder des concepts plus complexes tels que la vie, la mort et la condition humaine, mais il sentait également que le peuple japonais avait perdu le contact avec leur histoire. Il espérait pouvoir susciter un certain intérêt à travers Vagabond. Et depuis 1999, Inoue avait aussi pris la décision de travailler simultanément sur une autre série en plus de Vagabond qui s'appelait Real. Dans Real, il met en lumière un aspect méconnu du sport, le handisport. Comme dans le cadre de Slam Dunk, Inoue innove. Il n'y a pas un héros mais 3 personnages qui sont liés par la même passion du sport. Real aborde avec finesse la thématique du handisport dans une fable optimiste sur les épreuves de la vie. Takehiko l'avoue clairement. On ne peut pas dire que ce soit une comédie, mais comparé à Vagabond, c'est beaucoup plus simple à travailler. Il ajoute: ma vision est plus facilement explicable dans le cas de Real. Ce que je souhaite montrer, c'est que n'importe qui peut sombrer dans le désespoir lorsqu'une chose très grave comme un accident par exemple lui arrive.
Mais même quand on touche le fond, on peut toujours trouver la force de se relever, de poursuivre sa vie, voire même grandir de nos coups du sort, en considérant qu'ils peuvent nous apporter des choses plus tard, autant qu'ils nous en enlèvent lorsqu'ils arrivent. C'est ce que je souhaite transmettre avec Réal, que tout ne se termine pas dans notre vie lorsqu'un terrible événement nous touche. La simple analyse de l'histoire le démontre parfaitement. Tomomo Nomiya est une petite racaille qui a été renvoyée de son lycée et de ses petits boulots successifs. Il arbore une improbable coupe afro en hommage à Kobe Bryant. Il a arrêté le basket après un accident de moto, il s'en est tiré sans aucune séquelle. La jeune fille qui était sa passagère a perdu l'usage de ses jambes et depuis ce jour les remords le rongent. En découvrant Kyoru Togawa et un adversaire qui même en fauteuil roulant le bat à plate couture. De son côté Isanobu Takahashi est un capitaine de basket qui devient paraplégique à la suite d'un accident de la route. Il se rend compte que les gars de sa bande se désintéressent de son sort et doit trouver le courage de vivre grâce au sport. L'histoire de chaque personnage est passionnante et traitée avec réalisme. Vous aurez cette sensation de s'attacher à chacun des protagonistes qui pour des raisons très différentes en viennent à se battre sur un terrain de basket. Pour beaucoup, Réal permet à Inoue d'exprimer une large palette d'émotions et de transmettre un désir de se surpasser quelles que soient les difficultés, en mettant plus l'accent sur la vie quotidienne des héros que sur les résultats d'une compétition. Vagabond et Réal sont deux histoires qui explorent de manière incroyable la condition humaine, ce que signifie vivre et comment on devrait s'y prendre. Cependant, elles le font sous deux perspectives totalement différentes. Vagabond est une histoire très solitaire, suivant un homme sur un chemin égocentrique qui, à travers son isolement, se rend compte de l'erreur de ses voies. En revanche, Réal suit plusieurs personnages qui se sentent limités par leurs propres conditions, et c'est grâce aux autres qu'ils parviennent à grandir. Et c'est totalement fou à quel point les deux œuvres sont bien écrites et en quelque sorte liées. Mais bon, on avance dans le temps et Takehiko n'a toujours pas repris ses pinceaux pour entamer l'arc final tant attendu de son chef-d'œuvre. Les fans de Vagabond veulent la suite, 10 longues années qu'ils n'ont plus de nouvelles. Inoue a fréquemment laissé entendre qu'il ne pouvait se résoudre à laisser Vagabond inachevé car la dernière chose qu'il souhaite est de passer pour un lâche aux yeux de ses lecteurs. Alors, pourquoi ne pas le reprendre? Bah, il est difficile de comprendre pourquoi. Pourquoi quelqu'un fait ci, pourquoi quelqu'un fait ça. Sans être cette personne, des fois c'est dur de comprendre. Écrire et dessiner c'est difficile, surtout écrire et dessiner de bonnes choses. N'importe qui peut écrire du contenu médiocre et l'envoyer aux éditeurs, mais ce n'est pas ce que Inoue a entre les mains. Inoue a un chef-d'œuvre et il le traite avec un respect extrême. Lorsqu'un large public et l'auteur lui-même considère une œuvre comme un art important, la pression est inimaginable. Inoue refuse de continuer Vagabond à moins ce qu'il crée soit absolument parfait à ses yeux. Un idéal rendu encore plus difficile à atteindre par la pression qu'il s'impose et par les attentes des millions de fans dans le monde entier. Comme consommateur, il est facile pour nous de tout simplement s'asseoir et demander la suite. Cependant, ce que nous ne voyons pas, ce sont des années d'efforts, de dévouement et de recherche qui ont été consacrées à la construction de ces histoires jusqu'à ce qu'elles soient bien considérées. La peur de ne pas pouvoir conclure ces œuvres de manière satisfaisante, bah c'est horrible. Inoue est perfectionniste. S'il n'est pas satisfait à 100% de chaque planche, il le regrettera pour le reste de sa vie. Pour certains, cela peut sembler exagéré, genre ça y est, t'abuses. Mais pour un artiste, tout ce qui est en dessous de la perfection serait une honte totale. Il trouve toujours du réconfort dans des projets personnels comme le basketball, sa plus grande passion qu'il est quand il se sent incapable de dessiner Vagabond. En 2009, il confie à Eiichiro Oda être en pleine crise existentielle et lassé par la noirceur de Vagabond. Une confession étonnante pour un auteur au sommet de sa carrière et bénéficiant d'une liberté rare dans le monde du manga. Si je continue à prendre aussi peu de plaisir dans ce que je fais, je risque de ne pas pouvoir continuer, disait-il. Mais est-ce que cela signifie-t-il que Vagabond ne reviendra jamais? Absolument pas. L'année dernière, lors de la sortie du nouveau film Slam Dunk, Inoue a donné une interview dans laquelle il a commenté l'état de Vagabond. Il a bien l'intention de revenir à la série dans un avenir proche, que ce soit dans 1 an, 2, 5 ou 10. Donc tout espoir n'est pas perdu. Inoue n'a pas complètement abandonné Vagabond. On peut dès alors penser qu'il reviendra à son manga une fois que les batteries artistiques, physiques et psychiques auront été rechargées et quand l'ensemble de ces questionnements intérieurs auront trouvé leur réponse. Pour nous, beaucoup de questions vont rester sans réponse. Cependant, il faut garder dans l'esprit que Inoue n'est pas resté inactif. Il assume pleinement son statut de grand artiste et travaille activement au bien de la société japonaise. Par exemple, il a multiplié les performances artistiques autour de Vagabond. Il a voyagé en Amérique ou en Europe où il a pu rencontrer ses admirateurs. Il a été ambassadeur de bonne volonté du Japon en Espagne et a publié un livre sur l'architecte Goji. Il a créé aussi une bourse d'études, la Slam Dunk Scholarship, pour permettre à des jeunes japonais de jouer au basket
au plus haut niveau. Franchement, c'est vraiment un bon gars. Il faut noter également que malgré des années sans nouveauté et l'absence de ces séries, à l'exception bien sûr de Real, ses œuvres continuent à être vendues à plus de 250 millions d'exemplaires et c'est incroyable. C'est là que réside l'effet du génie, c'est d'être immortel. Si vous n'avez jamais lu en moins une de ces 3 heures, bah je vous les conseille grandement. C'est pas des simples mangas, juste des dessins avec une histoire, c'est bien plus que ça. C'est des leçons de vie qui vous forgent vous-même et vous apprennent à vivre avec autrui. J'aurais aimé approfondir plus Slam Dunk, Vagabond ou ne serait-ce que Real, mais je le laisse pour une autre fois. Je voulais vraiment se concentrer sur Inoue qui a juste une histoire incroyable et qui, à mes yeux, restera à jamais l'un des meilleurs mangaka du monde.